Enfin bref. Bon, bonsoir, bonjour YouTube et le chat bien sûr. Aujourd'hui, nous allons terminer le premier bouquin de Gotrek et Félix. Nous allons terminer Tueur de Trolls ce soir. Et puis voilà, on va espérer passer une bonne petite soirée. Franchement, le chapitre est assez cool. Il parle justement en plus d'une très vieille légende et d'un espèce de... Comment dire? Pas de débat, parce que pour ma part, moi j'ai connu Warhammer avec beaucoup de JDR, de jeux de rôle. Donc le sujet de ce soir est un sujet qui est acté et jouable dans les JDR, mais qui n'est très peu présent dans les... Enfin, sur table, qui est même quasiment absent sur table, à part, je crois, sur une triplette de figurines de Forge World de mémoire. Ce soir, on va entamer le chapitre 7 du premier bouquin et entamer donc le chapitre qui s'appelle Les enfants d'Ulric. Ulric, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'un des dieux primordiaux de l'Empire, le dieu même de Sigmar quand Sigmar était encore humain, le dieu de l'hiver et de la guerre, un dieu... Voilà, un dieu de testostérone, si on voudrait. Un petit peu le résumé. Est-ce qu'il mange des fleurs, Gotrek, ce soir? Non. Des Skaven dans l'Empire? Ça n'existe pas, les Skaven dans London, Dax. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc voilà, un petit peu le sujet de ce soir. Les enfants d'Ulric, dernier chapitre du premier bouquin. Franchement, le chapitre est assez intéressant. J'aime bien celui-là, même si c'est pas mon préféré, mais il est plutôt bien. Et en tout cas, surtout, il est mieux que celui-là qu'on a fait la semaine dernière, qui était, la semaine dernière, celui qui était le moins intéressant, je trouve. Ils sont dans Blood Bowl, non, les loups-garous? Oui, tout à fait. Ulric, un mec sympathique et poilu, torse large, cap en peau de loup. Ouais, voilà, on va dire ça. Elle est passée où, la barre mariage? Bah, elle est plus là. Ça ne sert plus à grand-chose de la mettre. De toute façon, on n'a pas assez d'argent pour ce mariage, c'est pas grave. J'ai failli acheter un livre de Gotrek et Félix cette semaine et puis j'ai vu le prix. Ah bah ça dépend quand même, le premier omnibus il est pas si cher que ça, Baragvar. Il est pas si cher que ça. Donc, chers amis, je vous remets la carte de où on en est et le chemin qui a été parcouru, le chemin qui a été réalisé par Gotrek et Félix durant ce premier bouquin. On a fait déjà tout ça en 6 chapitres, tout ce qui s'est passé avec à chaque fois les ronds qui représentent des événements majeurs de l'histoire. On s'est arrêté dernièrement juste en direction du chemin de Nuln, la capitale du Wissenland, la ville qui est juste ici où mon curseur se balade. Et bien évidemment, vous l'avez compris que Nuln sera le second livre, car l'aventure qui se passe aujourd'hui, le dernier chapitre du premier bouquin Tueur de Trolls, eh bien, se résumera en termes d'intro par tout simplement Félix qui écrit dans ses mémoires, dans ses voyages avec Gotrek, il écrit qu'ils n'ont pas pu atteindre Nuln avant l'hiver, malheureusement à cause de tout ce qui leur était arrivé dans toute leur aventure, et surtout que être en hiver dans les forêts impériales pour éviter d'être sur les routes, je le rappelle bien, parce qu'ils sont un peu recherchés dans le Reikland, eh bien, s'égarer en pleine forêt, sous la neige, la nuit, dans le monde de Warhammer, c'est la mort assurée, eh bien, sachez que du point de vue de Félix, c'est pas le pire qui pourrait vous arriver. Voilà. Il y a des choses pires que se perdre en pleine nuit, en hiver, dans le monde de Warhammer. Et c'est ce qu'on va vivre ce soir avec cette aventure du chapitre 7. Il commence pas à la taverne. Et non. Et non. Est-ce que ça serait être en été? Se perdre en pleine nuit d'hiver avec un nain. T'as oublié de préciser dans les bois. Donc, bien sûr, notre petite soirée va commencer avec le duo mythique, bien sûr, de Gotrek et Félix. Je suis full passé en mode comics pour ce qui est de l'utilisation de l'IA, parce que franchement, je trouve que ça passe beaucoup mieux pour vous faire des Gotrek et Félix. Et puis surtout, l'IA en chie un peu moins pour certains trucs, donc voilà. Imagine Games a ressuscité Félix en Stormcast. Arrête de parler d'horreur. Le pire qui peut arriver dans le monde de Warhammer, c'est d'énerver un nain. Ouais. Ça rend bien mieux l'univers. Bah, moi j'aime bien. J'aime beaucoup le faire en mode comics. Donc bien sûr, nous avons toujours Gotrek qui se plaindra au début de ce chapitre des forêts, contractant rapidement la phrase
Les forêts, je déteste. C'est la deuxième chose que je déteste. Enfin, c'est la chose que je déteste plus, sauf peut-être les elfes. Donc voilà, le mec connaît les gobelins, les trolls du chaos, les orques, toutes les saloperies, les scaven. Il connaît tout ça, mais non. Ce qu'il déteste au-dessus de tout ça, c'est les forêts et encore au-dessus les elfes. Ce qui prouve bien, on est d'accord que cette race n'a même pas la valeur de survivre, on est bien d'accord. J'aime bien les filles en style réaliste, c'est très... Voilà, je vais rien dire. Gotrek est rincé, même s'il ne l'avouera jamais, sa crête est légèrement retombée par la fatigue, il a la neige qui lui arrive quasiment au-dessus des genoux, mais il n'est pas fatigué visuellement, car c'est Gotrek, c'est un tueur, il est torse-poil alors que dehors il fait moins 10 degrés. Par contre, c'est son pote, bien évidemment, c'est Félix, qui lui est vraiment fatigué au début de ce chapitre. Félix Jäger est trempé, vraiment, il est trempé, il regrette complètement, alors là vraiment il a un niveau de regret total, les pieds dans la neige, le dos trempé, la nuque froide, en se disant mais qu'est-ce que je fous avec ce nain, vraiment il est compliqué, elle est compliquée l'histoire de Félix à ce moment-là, comme dans tous les moments où il est mal barré, où il démarre pas dans une taverne ou dans un campement. Bref, ils ont froid, ils ont faim et surtout ils sont perdus. La très bonne idée que Félix et Gotrek ont eue avant d'arriver à Nuln, c'est que vu qu'ils approchaient de routes très fréquemment, enfin beaucoup fréquentées, ils se sont dit la bonne idée en plein hiver, je le rappelle, dans l'Empire, de passer par les bois pour éviter, encore une fois, de croiser des patrouilles d'autorité, et donc se sont perdus. Ils le savent qu'ils sont perdus parce que ça fait 2 jours qu'ils sont dans les bois tous les deux et qu'ils n'ont croisé personne. Donc ça sent très mauvais pour le petit doublon par l'isolation où ils se sont mis et surtout l'état où ils en sont. Ils sont extrêmement fatigués, ils ont plein de... Enfin, ils sont en manque. Voilà, ils sont en manque de bouffe, de chaleur et de confort. Chose également qui n'aide pas du tout, surtout Félix, à essayer de voir le bon côté des choses. Voilà 2 jours, depuis qu'ils sont perdus, que chaque nuit, chaque ombre qui passe, eh bien, des hurlements de loups retentissent dans les bois de manière continuelle. Ils s'arrêtent, puis reviennent, enfin sporadique, pardon, et pas continuelle, comme si une énorme meute tournait autour du duo. Pourquoi il n'attaque pas une meute de loups, 2 personnes isolées? Est-ce que c'est parce que le nain pue? Non, hein, le nain est puant, mais pas à ce point-là quand même. Les loups n'ont pas de conscience d'un tueur, tu vois. Donc ce ne serait pas vraiment ça qui... c'est l'esprit des loups. J'ai la ref. C'est pas vraiment parce qu'il y a un tueur que les loups n'attaquent pas. Les loups restent une bête, surtout dans le monde de Warhammer. Mais c'est Félix qui, en entendant ces loups répondre à des cris plus forts, toujours plus forts les uns les autres, qui semblent canaliser la meute d'un côté, de l'autre, en leur tournant autour, Félix se dit, bon, voilà, les loups se rassemblent pour tous nous buter, mais Gotrek, lui, va lui dire, non, ne t'inquiète pas, en se foutant un peu de la tronche de Félix quand même et de sa panique, il le rassure en lui disant, t'inquiète pas, c'est un gros qui appelle les petits. Ils ont dû trouver une autre proie, pardon. Félix, en entendant ça, des loups en meute qui ont un mâle alpha, ou en tout cas un alpha, un prédateur alpha qui les dominerait, d'un coup, Félix pense à quelque chose que lui a raconté sa mère. Il pense aux enfants d'Ulric, le nom du chapitre. Gotrek, pas vraiment intéressé, mais pour faire la conversation, donc le nain qui fait la conversation, c'est bien qu'il est intéressé, mais qu'il ne veut pas l'avouer, lui pose la question, mais qu'est-ce que c'est que les enfants d'Ulric? Et justement, les enfants d'Ulric sont expliqués par Félix à ce moment-là, du point de vue légende d'un habitant de la ville d'Aldorf. On se rappelle bien que lui, Félix, c'est un citadin pur. Il est vraiment de la ville. C'est un poète, certes, donc il est éduqué, mais il a entendu parler de choses du point de vue citadin. Les enfants d'Ulric, dans l'histoire impériale,
sont des personnes qui ont la capacité de devenir des loups, de se transformer volontairement en loup géant, en loup de taille plus grande qu'un humain, et qui ont également la capacité de redevenir humains derrière. On appelle bien sûr ça des loups-garous pour nous, mais le garou, dans le lore de Warhammer, le loup-garou, il peut se transmuter techniquement une partie du corps ou tout le corps, et à peu près à sa volonté. Ça peut être en effet en rapport à la pleine lune, comme dans notre légende pour nous, mais c'est aussi en rapport à un dommage du corps, une espèce de perte de contrôle du spot un petit peu fait dans l'esprit de la personne. Ça peut être autant une femme qu'un homme, et surtout, la légende raconte que enfant d'Ulric, c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça, on rappelle que Ulric est un dieu loup, un dieu de l'hiver. Ulric aurait croisé, lors de la création de l'Empire, en tout cas lors de la création des races humaines dans l'Empire, il aurait croisé une humaine, en serait tombé amoureux, alors c'est vraiment décrit comme ça, il l'aurait ensemencé volontairement, et la fille serait morte en mettant bas à son enfant, et son enfant serait le premier d'entre eux, le premier loup-garou. Voilà. Ulric, c'est lié à l'ordre des Chevaliers des Loups Blancs, non? Bah oui, parce que les Chevaliers de l'ordre de Loup Blanc protègent Midenheim et la flamme de Ulric. Cependant, ça c'est le côté lore raconté par Félix. Le côté lore que moi je pourrais vous rajouter là-dessus pour présenter un peu est-ce qu'il y a vraiment des lycanthropes et des loups-garous dans le monde de Warhammer, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ensemencer ça fait pas trop loup. Ouais, je sais le dire, mais c'est vraiment le mot qu'il y a dans le roman. Les loups-garous, c'est un fait. C'est un fait de les avoir dans le monde de Warhammer. Parce que la légende en elle-même fonctionne parfaitement dans le monde de Warhammer. Est-ce qu'elle est canon ou pas reconnue par Games Workshop? Est-ce qu'on s'en branle un petit peu de ce que pense Games Workshop de son propre univers? Parce que c'est un univers de création, qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir des loups-garous? Mais c'est surtout que, comme le raconte Félix, croiser un loup-garou, c'est jamais bon signe parce que ça veut dire que le chaos n'est pas loin. Ça veut dire que le chaos a immiscé un peu de son pouvoir dans sa personne. Parce qu'un humain, c'est pas fait pour se transformer en loup. Il y aurait une idée un peu chaotique derrière ça, ce qui est dangereux. Hein. Imaginez que Félix dise ça devant un répurgateur, que Ulric, les enfants d'Ulric, en fait, c'est une maladie, c'est un truc du chaos. Ça veut dire qu'un peu Ulric, il y a un sous-entendu de chaotique derrière. Bref. Forge World vendait des loups-garous chez les vampires. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il y avait quelques figurines de loups-garous vendues par Forge World à une époque. Mais, en fait, pour faire un rapide côté lore sur les loups-garous, dans le monde de Warhammer, ils existent, et vous avez les, on va dire, les loups-garous dans l'Empire et ailleurs, et vous avez les garous norse. Alors, il y a vraiment une distinction entre les deux, car les garous norse, pourquoi j'utilise le mot garou et pas loup-garou, c'est que garou serait en fait une espèce de parler un petit peu spécifique pour désigner élu, lorsque les norse, qui sont très souvent des vouants au chaos, des gens qui croient en la mutation, etc., des gens qui sont donc foncièrement méchants, arrêtez les chaotiques, vous savez tous que vous êtes méchants, ils sont pas chanteurs, non, ils sont pas chanteurs les garous. Et bien tout simplement, ces gens-là qui ont la capacité de muter visuellement, en fait de muter, parce que c'est un peu ce qui se passe, eh bien ils sont des récompensés. Le souci c'est que, vu qu'ils sont proches du chaos, qu'ils ont des croyances envers le chaos et qu'ils ont une puissance un petit peu trop débridée, eh bien justement, ils perdent un peu la boule quand ils se transforment. Merci Valerius pour l'abonnement, merci beaucoup pour le 30e mois. Cependant, dans le lore de Warhammer, il existe bien des loups-garous. Dans l'Empire, en Bretonie, dans n'importe quel royaume humain, il existe des loups-garous qui, eux, non seulement contrôlent leur forme, mais surtout n'ont absolument aucun grief envers leur peuplade. Enfin, bien sûr, quand ils se contrôlent. C'est comme les humains, de toute façon, t'as des connards et t'as des gentils. Dans les loups-garous également. Mais l'un des extraits, par exemple, qu'on a quand on lit le JDR, ou quand on entend parler un petit peu de ça dans les Gotrek et Félix, t'as parfois des membres de la caste des loups-garous qui parlent en forme humaine à quelqu'un et qui expliquent que tout simplement, moi j'étais dans un village, jamais eu de problème. Par contre, je sais que vous, si jamais un jour je vous dis que je suis loup-garou, vous allez me détester. Parce que dans la tête des habitants d'une civilisation, avoir la capacité de se transformer visuellement, c'est être chaotique. Et surtout de pouvoir revenir à sa forme, etc. Surtout un loup est un prédateur, etc. C'est plutôt dangereux.
Donc les loups-garous existent, il y en a des incorporés dans la civilisation humaine dans le monde de Warhammer, aucun problème. Est-ce qu'il peut y avoir des loups-garous humains, nains, elfiques? Ça par contre ce n'est pas précisé, ça a l'air d'être très tourné sur l'humanité et pas sur les autres races. Bref, les loups-garous sont techniquement acceptables dans le lore de Warhammer et apparaissent donc dans Gotrek et Félix comme vous le comprenez. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur les loups-garous. Est-ce qu'il y a... Non, je crois que j'ai rien oublié. J'aurais lu un peu mes notes vite fait. Je ne pense pas que j'ai oublié grand-chose. Voilà. Voilà, il y a l'histoire par exemple d'une louve-garou, une femme qui a la capacité de se transformer en loup-garou, qui a participé par exemple à la défense de son village contre Manfred dans les guerres vampiriques. Sauf que dès qu'elle s'est transformée, bah, tout le monde l'a haï parce que c'est devenu un monstre. Donc voilà, du point de vue d'un réplicateur, vous êtes un loup-garou, c'est exactement comme si vous êtes un mutant. Voilà, en même temps, regardez Abusen, on sait que les réplicateurs ont parfois un peu l'esprit étroit. Pourquoi personne n'a le pouvoir de changer en patou ou en chien berger? Bah, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un patou et un loup dans le monde de Warhammer? Je ne pense pas. En même temps, quand tu vois ce que donnent les chèvres-garous, oui, je suis d'accord. Salut Coupchou, comment ça va? Loup-garou, exclusivement une race, la race que le chaos corrompt le plus facilement physiquement comme par hasard, c'est ça. Merci Coupchou pour ton 4e mois de ça, merci beaucoup à toi. Donc, comme je vous expliquais, alors qu'il donne un petit peu la backstory des enfants d'Ulric du point de vue du lore général de Warhammer, Gotrek et Félix se regardent les pieds dans la neige en se disant « Ok, c'est bien, et on est toujours perdu, ça ne fait pas avancer le scénario. » Mais Cependant, après avoir eu cette explication qu'il y a des loups-garous qui existent dans le monde de Warhammer par l'incroyable tact de notre cher Félix, des bruits de combat retentissent dans les bois, avec des bruits de patounes de loup et de crocs de loup qui affrontent des lames. Voilà. Est-ce que c'est un loup-garou de Tchekhov? Non. Alors pour la défense de Abusen, cet elfe le méritait. Ça ne parlera qu'à ceux qui ont vu le JDR. Donc, bien évidemment, en entendant de la castagne, eh bien, Gotrek et Félix se précipitent à travers les arbres en pleine nuit, dans une petite tempête de neige, dans une forêt qu'ils ne connaissent pas, où ils sont perdus, et ils se précipitent tous les deux vers le son des combats. Félix va se gameler plus d'une fois, bien évidemment, dans les bois, parce que, bah, comme je l'ai expliqué, c'est un citadin et c'est pas non plus le meilleur du monde. Ce qui fait que, bah, en courant, mon Dieu, faut vite qu'on aille aider les gens. On entend des bruits d'humains qui se battent et tout. Qu'est-ce qui se passe? Vite! Allons faire les héros et peut-être que si on les aide, eh ben, on aura un gîte et un couvert. Quel plaisir! Et après plusieurs dizaines de petites minutes, un petit quart d'heure de course à travers les bois effrénés, Félix va sortir en se gamelant un petit peu dans une clairière et tomber sur des hommes en train de combattre des loups. Il a fait combien de 1 dans cette charge dans les bois? À peu près autant que le chevalier du chaos. il a pas mouvement à couvert, lui. Les hommes sont en train de combattre des loups tout à fait normaux, hein, pas des loups-garous, mais il y a quand même un sacré nombre de loups en train d'encercler les humains. Des humains qui sont des gardes, des soldats, des mercenaires. C'est un peu difficile à Félix de voir ça. Félix, il vient de s'affaler au sol, et au moment où il s'affale au sol, il comprend que la bataille a l'air d'être un petit peu terminée. Les hommes ont réussi à repousser les loups. Seul petit problème pour Félix, c'est que quand il tombe au sol un peu en mode bonjour, je viens vous aider, n'ayez pas peur, je suis un gentil. Et les hommes vont directement le menacer. Ils vont directement le menacer, l'aligner avec leurs arbalètes, le menacer de leurs lances ou de leurs épées. Il y a une bonne trentaine de soldats, hein, c'est une grosse patrouille, une bonne escarmouche, quoi. Félix, se relevant difficilement après cette gamellée, leur explique qu'il vient les aider. Face à lui, directement, Félix va comprendre qu'il aurait peut-être pas dû bouger.
ils auraient peut-être pas dû bouger. Pourquoi ? Parce que derrière les gardes qui restent un petit peu stoïques 2 secondes en se disant « Qui c'est celui-là ? Qu'est-ce qu'il veut ? On vient d'avoir une attaque de loup et pouf, il y a un humain qui sort des bois ? Bizarre !» Eh bien, c'est quelqu'un qui va approcher. Et ce quelqu'un va littéralement être reconnu en 2 secondes par Félix. Il va voir un noble humain, donc une personne appartenant à la noblesse des hommes, de la noblesse de l'Empire, et va directement, je vous lis vraiment l'expression, il va soupirer en voyant le gars qui le regarde avec le menton, vous savez, très très haut comme ça, là, et un sourcil redressé, et directement Félix va se dire « Super, voici la caste dégénérée face à moi. » Super. La pire des races nobles. Voilà, c'est ça, Brickhill, exactement. Encore un ancien copain, le monde est petit. Eh non, non, pas du tout, il ne le connaît pas, hein, c'est juste qu'il va reconnaître dans les atouts, dans la façon de se tenir, la façon de regarder, un noble impérial. Félix, voyant la personne, comme je vous l'ai dit, souffle, et tout de suite, Félix le coco, bah, il est plutôt réfractaire à la noblesse, hein, Félix, rappelez-vous. Et directement, les gardes, et surtout un certain sergent, ou en tout cas qui a l'air d'être un sergent, va menacer Félix en lui disant « Tu viens nous aider, c'est ça, hein ? Ouais, personne va te croire, vas-y, avoue, t'es avec cette sorcière !» Et là, Félix va dire « Quoi ? Ben non, moi je viens vous aider, je suis avec ce nain. » Et là, plus de nain. La magie ! La magie ! Gotrek a disparu. Félix, en fait, est seul face à tous les gars. Super. C'est génial. Donc Félix, voyant qu'il est tout seul, il avait Poney, il s'est rappelé, voilà, c'est ça. Félix, voyant qu'il est tout seul, ben, explique, non, mais j'ai perdu mon ami dans les bois, en fait, on venait vous aider. Et le garde lui fait, mais arrête, on te croit pas, t'es avec la sorcière, c'est ça ? Et donc, Félix va un petit peu regarder autour de lui, il va regarder au milieu des gardes, au milieu des soldats. Et en effet, au milieu des soldats, attachés, les mains liées, assise dans la neige au centre même de l'énorme contingent de soldats qui l'entourent, il y a bien une femme. Les hommes la regardent à peine et cette femme ressemble à peu près à ça. C'est louche. En fait, Gotrek n'a jamais existé, Félix c'est Ed Norton. C'est ça. C'est ça. La femme qui est attachée au milieu des soldats a les cheveux gris, voire argentés. Elle a un espèce de regard un peu malicieux, un sourire caché. Elle a l'air dépareillée, enfin, mal habillée. Bon, là, c'est le style comics qui rend qu'elle est bien habillée. J'avais fait 2-3 dernières réals un petit peu avec l'IA. J'aimais bien celle-là aussi qui représentait pas mal de personnages, je trouve. Mais on va rester sur le comics parce que voilà, c'est sympa. Non, c'est pas Ciri, non. Ciri a des cicatrices sur le visage, bande d'incultes, s'il vous plaît. Dépenaillé, voilà, c'est ça. Pas dépravé, Octaïr. Dépenaillé, c'est mieux. Et surtout, cette jeune femme, c'est ce qui choque rapidement Félix, parce que vous l'avez compris, bien sûr, l'excuse de Félix ne passera pas du tout du point de vue des soldats. Félix va se faire mettre au sol, lâcher ses armes et attacher, et va se faire attacher à côté de cette jeune femme, parce que, bien évidemment, que personne ne le croira, bien sûr. À côté de ce noble et de ces hommes, il y a donc au milieu de tout ça cette femme attachée qui regarde un peu tout le monde avec un œil mauvais, des yeux incroyablement jaunes, or même presque du point de vue de Félix, mais qui n'adresse pas la parole à Félix. Elle a l'air un peu en train de regarder tout le monde, de regarder à gauche, de regarder à droite, un petit peu comme un animal piégé. Et dernier personnage qui approchera de Félix, Félix qui est vraiment attaché au sol. Félix vient d'ailleurs se prendre un énorme coup de genou dans le torse, ce qui lui a légèrement coupé le souffle, mais aussi lui a donné totalement envie de tuer le sergent des gardes qui vient de le tabasser au sol. Donc, tu m'étonnes, hein, quand tu le fais tabasser, c'est jamais apprécié. Jaune le Damas, je la rêve aussi. Et un dernier personnage va s'approcher de Félix alors qu'il est en train d'expliquer que bah non, il connaît pas cette femme, il cherche son pote, il venait aider, donc complètement de bonne foi. Un dernier personnage va approcher et directement Félix va le reconnaître comme un mage
Ce mage en cape grise va s'approcher de Félix, va légèrement un petit peu le regarder un peu de loin comme ça, puis va tout d'un coup se rapprocher vraiment très proche de lui, avec le noble qui lui demande vérifiez bien, on sait jamais. Et le sorcier va jeter un petit peu devant le visage de Félix une espèce de poudre légèrement argentée sous le nez de Félix, et ne pas voir grand chose qui se passe dans la réaction de notre poète. Derrière après, le nom du mage sera mentionné. Ce mage s'appelle Vorman, V-O-O-R-M-A-N, et c'est le noble qui va lui dire s'il s'agit d'un espion ennemi, tuez-le, sinon vous en faites ce que vous voulez. Et Félix se prend plusieurs coups de botte au sol avant de se faire emmener pour un super voyage. Voilà. Donc, meilleure strat, encore une fois, d'aider les gens dans le monde de Warhammer. Ouais. Merci Dropo, merci beaucoup pour le 19e mois de sub. Merci beaucoup à toi. Sympa l'accueil. Ouais, littéralement sympa l'accueil. Je rappelle qu'on est dans le Wissenland. Hein. On est techniquement dans l'une des plus vieilles régions de l'Empire. On est littéralement dans la région d'origine de Magnus le Pieux, le réunificateur de l'Empire. Voilà. Donc Félix se fait tabasser et se fait traiter d'espion et se fait emmener. Justement, Félix et la jeune femme se font emmener à bord de traîneaux tirés par, je sais pas si j'ai bien lu, mais je crois tirés par des chevaux. Ils se font charger un petit peu l'un l'autre et le cortège part donc vers une destination inconnue. Ce qui fait que non seulement Félix est prisonnier, à côté d'une femme qu'il ne connaît pas, dont on l'accuse qu'il est un allié, et en plus, et c'est surtout ça, il a perdu Gotrek. Gotrek a disparu. En commençant à être chargé dans le traîneau et se faire emmener, il regarde un peu à gauche, à droite, il espère trouver Gotrek qui est en train de courir dans sa direction. Il ne le verra pas, et il se dit, purée, j'espère vraiment que Gotrek va pouvoir au moins suivre les traces pour me retrouver, sinon je suis foutu. Il se reprend 2-3 calbottes, ce pauvre Félix, par des gardes qui le prennent vraiment comme ce qu'il est, certainement un traître hein, de leur point de vue. Et c'est Vorman le mage qui va expliquer « Non, arrêtez, je le veux entier ». Félix est un petit peu du genre « Oula, qu'est-ce qu'il veut me faire celui-là ? J'y crains un petit peu ». Durant leur petit trajet à travers la neige, Félix est rincé. Vraiment, il est presque mort de fatigue. Il a extrêmement froid, bien sûr, ils ne les ont pas couverts, hein, sont des prisonniers ils les traitent sans ménagement. Et justement, Félix, un petit peu, essaye, parce que c'est Félix, bien sûr, évidemment. Il voit cette jeune femme attachée. Et il lui fait pas du rentre dedans, mais il discute avec, hein, du genre bonjour. Que j'aime beaucoup chez Félix. Merci Aznaro, merci beaucoup pour le follow. Souvenez-vous-en les enfants, quand quelqu'un est dans la merde, on le laisse. Est-ce que vous habitez chez vos parents? C'est à peu près ça. Donc, pour vous refaire un petit peu les mots qui sont utilisés par Félix quand il décrit cette fille, des cheveux gris-argent, des yeux d'or, une beauté telle celle d'un prédateur et un collier de fer autour du cou. Elle avait les mains attachées dans le dos, exactement comme Félix. Il se présentera, le mage qui est dans leur chariot à l'arrière leur dira de fermer leur tronche, ce qui ne va pas vraiment retenir Félix d'essayer un peu de lui parler, mais la jeune femme ne va absolument pas lui décrocher un mot. C'est là que, après plusieurs minutes de silence pesant, Félix est emmené à un manoir. Entrez-nous. Le manoir du Père Noël de Warhammer. Dans ce manoir, le manoir est fortifié, il est très isolé. Hein. C'est un territoire qui est plutôt isolé là où il se trouve. Ouais, c'est ça. La place est fortifiée. Ils vont rentrer à l'intérieur et vraiment la chose que repérera Félix, c'est que l'endroit est prêt à survivre à un siège entier, quoi. Les murs sont hauts, sont solides, il y a des armes, des gardes en armes. Tout est vraiment fait pour vraiment repousser presque
vraiment pour repousser même une armée. Hein. C'est vraiment un endroit fort, fortifié. Alors, j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Attends, excusez-moi, je relis. Non, oui, c'est bon, voilà, c'est ça. Je pensais avoir oublié quelque chose, excusez-moi. Donc, bien sûr, Félix est crevé de son voyage, mais vraiment là, il est en presse. En fait, il a failli s'endormir à cause du froid sur le chemin, pour vous dire vraiment à quel niveau de fatigue il en est. Ils sont emmenés tous les deux à l'intérieur de ce manoir, vers la porte principale, et emmenés dans une grande salle où les gardes essaieront d'allumer un feu. Ils ne vont pas arriver à allumer un feu tellement ils ont eux-mêmes froid, et c'est le mage qui, en un clin d'œil, va allumer des flammes. Et ces flammes, lorsqu'il les allume, pendant 1 seconde, les flammes sont bleues. La magie. La magie. C'est louche. Des flammes bleues dans le monde de Warhammer. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez vous-même. C'est le butane, ça je connais. Feu de haute température. Oui, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait de la science aussi dans le monde de Warhammer dans le chapitre précédent. C'est des flammes au gaz. Voilà, elles sont juste très très chaudes. Voilà, c'est ça. L'énergie au cœur de ta vie. Putain, mais allez-y, faites de la pub pendant qu'on y est. C'est pire si c'est des flammes vertes, non? C'est vrai. Mais quoique l'un ou l'autre, c'est horrible hein, dans le monde de Warhammer. C'est pas bon signe du tout. Le noble qui était dans un autre chariot va être accompagné par le sorcier. Le sorcier qui indique tout simplement que laissez les 2 prisonniers dans la grande salle pour l'instant, avant de les descendre dans la cave, pour les maintenir au chaud, entre guillemets. Vraiment, Félix ne sait pas pourquoi ils l'ont emmené, pourquoi ils n'ont pas tué les gens dans la forêt, si c'était une sorcière, pourquoi ils ne l'ont pas abattu. Félix commence à se poser un peu des questions. Et les prisonniers vont donc rester dans cette salle pendant quelques minutes. Félix va écouter un petit peu les soldats discuter entre eux de l'attaque, surtout qui s'est passée. Les loups étaient extrêmement offensifs, pas du tout des loups qu'on pourrait croiser avec un peu de bruit, les faire partir avec des flammes. Non. Les loups étaient téléguidés vers la garde. Ça a été très très dur, mais heureusement, en butant une bonne dizaine, les soldats ont réussi à survivre, même s'ils ont quand même perdu pas mal d'hommes dans l'attaque. Mais bon, les soldats expliquent très rapidement, bien sûr, que c'est à cause en fait de la sorcière. La sorcière qui est attachée, c'est elle qui a attiré les loups, qui les contrôle. C'est ce que discutent les gardes entre eux dans la grande pièce. Heureusement que le mage Vourman était là, tout ça. Et surtout, c'est une question qui va être posée par un des gardes. Mais pourquoi on l'a gardée cette femme si c'est elle qui attire les loups? Pourquoi le comte Rodgar, il la garde prisonnière? Donc vous comprenez maintenant le nom du personnage qui s'écrit Rodgar comme le haut Rodgar dans Skyrim. J'ai vérifié. Donc voilà, qui a pompé sur l'autre? Je dirais que les mecs de Elder Scrolls 5 ont donc copié sur Gotrek et Félix. Bravo. Les hommes crabes parlent comme les hommes, ont le goût du crabe, exactement. Donc, Rodgar, le comte Rodgar, garde cette femme prisonnière, mais même ses propres gardes ne savent pas pourquoi. Donc, on pourrait se dire, ok, ils nous font monter un peu la question, qui c'est cette fille? Bon, on a eu une légende sur les enfants d'Ulric un peu avant, ça paraît évident. Elle a un collier de un collier de fer autour du cou, elle a des yeux prédateurs, bon, c'est bon, on a compris. Ça va être une loup-garou, voilà, on a compris. Et c'est là que tout d'un coup, au milieu de cette grande salle, avec tous les gardes qui sont autour, qui sont en train de se mettre au chaud, la jeune femme prend la parole. Et là, tout d'un coup, elle pète un câble. Alors, elle ne devient pas folle, hein, en se roulant par terre, etc. Non, pas du tout. Elle explique qu'elle a le don de voyance. Elle explique qu'elle sait pourquoi elle est là. Et elle menace, elle est attachée et elle est gratuite, hein, je précise aux gardes. Et elle précise à tous les hommes présents ce soir, à tous les gardes qui l'entourent, qu'ils vont tous mourir. Elle annonce qu'elle l'a vu, elle sait ce qui va se passer, tous qui l'entourent vont mourir, et elle se met à rire en Et là Félix il fait, ok, d'accord, qu'est-ce que tu fais meuf? C'est dangereux ce que tu fais quand même. Bien évidemment, le sergent, qui a un peu la gâchette facile, enfin la castagne facile, va s'approcher d'elle. Et il va lui mettre une énorme torgnole dans la tronche.
pour essayer de lui faire fermer un peu sa bouche. Et en fait, la fille n'arrête pas. Elle continue de rire, elle continue de s'esclaffer, elle continue de menacer tout le monde en disant « Vous verrez, vous allez tous mourir, je l'ai vu, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Votre mort, ce sera ce soir. Ce que vous n'avez vu n'est qu'un avant-goût, patati patata. » Et là, le sergent qui commence à faire « Ok, mais tu vas la fermer, en fait, tu commences vraiment à me saouler. » Il va dégainer son couteau, il va dégainer sa dague, le sergent, et tu comprends qu'il va la planter. Et c'est alors que Aka, le Tchad du monde de Warhammer, merci le fléau pour le 5e mois de ça, merci beaucoup. Aka, le Tchad de Warhammer, Félix Jäger, elle continue à parler la gourgandine, exactement. Voyant ceci, une femme attachée qui ne fait qu'autre que menacer les hommes qui l'attachent et qui l'abattent, les menacer de mort, il y a pensé lui aussi de tuer le gars qui l'avait tabassé à coups de pied. C'est d'ailleurs le même gars qui menace la fille. Ce manoir sera votre manoir, exactement Dax. Eh bien, Félix, son sang ne fait qu'un tour, et il se propulse, alors qu'il n'a que les mains attachées dans le dos, on précise, il se propulse vers le sergent, et lui met un énorme coup d'épaule, vraiment le plaquage chabal, et il envoie 20 daguets avec lui-même, donc vraiment il se propulse, et tombent tous les deux au sol vers la cheminée. Voyant ça, tous les soldats ont repris l'initiative et ils se mettent à tabasser au sol Félix sans s'arrêter. Félix là tente de se protéger, mais je rappelle qu'il a les mains dans le dos. Il est sur le sergent qui est tombé au sol et il se prend coup de latte sur coup de latte, des coups dans les côtes, dans les genoux, derrière la nuque. Bon, c'est un tabassage en règle assez violent. Il est même prêt à crever, vraiment, jusqu'au moment où une voix tonitruante va retentir et va dire « Arrêtez, arrêtez tout de suite !» Et c'est Vorman, donc le sorcier, qui va stopper ce lynchage. Félix va se faire redresser, laborieusement, parce qu'il est quand même, il a pris cher, et lorsqu'il va se redresser, il va comprendre que le sergent lui se redresse pas. Ah, c'est ballot. Parce qu'en fait, le sergent, il s'est empalé lui-même avec son couteau en tombant. La magie! Félix, il cherche aussi parfois. C'est un échec critique du sergent, c'est ça. Ça fait combien de fois qu'il se fait tabasser au sol à cause d'une demoiselle en détresse? 2 fois, c'est la deuxième. Et de 1, voilà, c'est ça. Manque de vigilance, ouais, voilà, c'est ça. J'ai glissé, sergent. C'est ça. C'est pas de la magie, c'est de la loose. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je suis d'accord qu'on peut dire ça comme ça. Une négociation en homicide involontaire, c'est ça. Il avait 2 sur 20 en compétences mouvement. Bienvenue dans Warhammer, connard. Grande sécurité, on je le dis toujours. Bien sûr. Donc, sous les ordres de Vorman, le duo est emmené en captivité dans la cave du manoir. Alors, le duo est bien attaché dans la cave du manoir avec des chaînes, il y avait des liens et des chaînes, avec des cadenas à leurs mains. Et surtout, en fait, ils sont vraiment dans une cave. C'est pas une prison, c'est une cave. C'est-à-dire qu'il y a des tonneaux, il y a des réserves, il y a de la vinasse, il y a des choses comme ça. Et c'est pas du tout une prison. Et vu qu'ils sont attachés tous les deux, là, ils vont commencer un petit peu à discuter ensemble. La jeune femme va se présenter. Elle va enfin commencer à lui adresser un peu la parole. Et elle va se présenter comme étant une fille qui s'appelle Magdalena. C'est son nom. Très rapidement, Félix va comprendre qu'elle n'est pas très communicative quand même. Elle a l'air un peu sauvage. Hein. Elle n'a pas l'air d'avoir le tact que possède Félix. Elle n'a pas l'air de savoir un peu parler comme lui. Discuter, oui, Jules Popo. Discuter, bien sûr. Non, ils sont attachés. Quoique, vous allez me dire, est-ce que ça retiendra Félix? Mais non, ils sont juste attachés dans une cave. Et elle explique qu'en fait, pourquoi elle perdrait son temps à discuter. Pourquoi elle perdrait son temps à discuter? Parce que ce soir, son père va venir. Son père va venir ce soir et il va tuer tous les habitants de ce manoir. C'est vraiment ce qu'elle explique à Félix, en face à face comme ça, avec le même regard que j'ai essayé de faire sur l'IA.
Elle le regarde un petit peu comme ça et Félix se dit waouh, mais t'es vraiment une sorcière? T'es une barrée? T'es une chaotique? T'es une cultiste? Qu'est-ce qui se passe là? Qui c'est ton père? Comment ton père, un mec tout seul, peut arriver à exploser les 30 gardes qu'on a vus, passer les fortifications, battre un mage et battre un noble? Compliqué. Compliqué. Et en fait, la jeune fille ne fera que sourire à ces réflexions de Félix. Et il va tout simplement dire, je sais qu'il viendra parce que je sers d'appât. C'est le but de Hrothgar et du mage. Félix lui demandera, mais comment tu sais ça? Pourquoi ils te gardent en otage? Pourquoi ils veulent attirer ton père ici? Et ça, par contre, elle ne le sait pas. Elle dit que son peuple, à celui de son père et le sien, son peuple a vécu en paix avec les locaux depuis des années entières. Mais depuis que Hrothgar dirige la région, et que Vourman est avec lui, les liens de paix ont cédé et que ils ont l'air de traquer le peuple de Magdalena. Donc elle se considère faisant partie de son peuple. Et là, ça va tilter un peu avec Félix. Il va dire, attends, on a entendu les loups tout le temps, un espèce d'énorme mal alpha qui faisait rassembler des meutes. On a vu une énorme meute attaquer des gardes. Les gardes disaient qu'ils étaient focus. Elle parle d'un peuple. Bon, c'est peut-être une enfant d'Ulric, cette fille. Mais son père en est aussi peut-être un. Il va commencer à se poser un peu des questions. Et c'est là que, pendant qu'ils finissent de discuter tous les deux, réapparaît encore une fois Vorman, le fameux sorcier. Le sorcier va commencer à parler à la sorcière, à la fille. Il va annoncer, vous parlez avec cette sorcière, vous n'avez pas peur. Et Félix va lui dire, bah non, va te faire foutre, c'est pas vraiment encore une sorcière pour l'instant, elle m'a pas attaqué. C'est juste une femme seule qui a l'air un peu, soit déboussolée, soit qui a l'air un petit peu de lâcher prise. Et le sorcier va commencer à expliquer, mais ne t'en fais pas, tu es dans de bonnes mains, je ne pense pas que tu sois avec elle. Et en fait, déjà très rapidement, Félix il va comprendre que ce sorcier est un énorme vantard qui ramène un petit peu trop à lui. C'est lui qui a sauvé le comte et ses gardes de l'attaque des loups. C'est lui qui va sauver tout le monde. C'est lui la solution à tous les problèmes, patati patacoufin. Et il va même faire la leçon à Félix en se disant, l'Empire est gangréné par énormément de connaissances occultes que personne ne connaît. Les cultes qui sont dévoués au chaos vont brûler l'Empire de l'intérieur. Le sorcier explique ça. Et là tu te dis, mais attends, en fait est-ce qu'il dit ça comme une menace ou est-ce qu'il dit ça comme un fait qu'il faut contrer? Félix, dans un pragmatisme total, regarde le sorcier les yeux dans les yeux et lui dit, ouais, je suis d'accord, des cultes dévots au chaos vont brûler l'Empire de l'intérieur. Et là le sorcier il va tilter. Il va faire quoi? Et il va commencer à tester Félix. Il va lui poser 2-3 petites questions du genre, mais comment ça des cultes dévots au chaos vont brûler l'Empire Et il va lui annoncer des paroles d'incantation de Tzeentch. Et il va lui faire, ouais, Zarna Tzeentch, hein? Et là, vraiment, tu te dis, mais attends, est-ce qu'il le teste pour faire cracher le morceau à Félix que c'est un cultiste, ou est-ce qu'il le teste parce que lui-même est un cultiste et il essaie de se faire reconnaître? C'est louche. Et Félix va fermer sa tronche à ce moment-là. Il va regarder le mec les yeux dans les yeux. Et le sorcier va lui dire, c'est bizarre. Vous n'êtes pas l'un des élus, et pourtant notre litanie ne vous est pas inconnue. Et vous n'êtes pas membre de l'ordre non plus. Il va falloir m'expliquer. La magie! Et donc, on est bien face à un cultiste. Bravo! Ouais! Bravo! Encore un! C'est très très louche. Red alert! Abort!
Quel poète ce match quand même, hein. Incroyable, incroyable. Qui ne l'avait pas vu venir? Bah déjà, quand le mec il balance des flammes bleues, c'est mauvais signe, on est sûr et certain. Et justement, au moment où Félix, franchement, il pense à lui-même en se disant encore un autre cultiste, encore des tarés de cultistes. Il est des nôtres. C'est ça, il y en a partout de ces cultistes. Élevage industriel dans l'Empire. On pourrait presque dire ça avec les Gotrek et Félix. Et au moment où il se dit putain, je suis foutu, il n'y a pas Gotrek, je suis attaché, je suis avec une tarée et des cultistes, c'est la fin. Eh bien sûr, des cris de loup vont retentir à l'intérieur même des murs du manoir. Ce qui fait que le sorcier va rebrousser chemin et va se remonter en courant. Si t'as pas fumé 200 cultistes en 40 ans, t'as raté ta vie. On pourrait presque dire ça. Et Félix se retrouve à nouveau seul avec Magdalena. L'Empire, on ne peut pas faire 2 pas sans tomber sur un cultiste et 5 sans tomber sur un homme bête ou un pauvre. Alors, un pauvre peut-être un peu moins, mais un homme bête, c'est possible. Merci Adam, merci beaucoup pour ton 7e mois de 7. Et donc, alors que ça a l'air de se battre en haut, hein, ça a l'air de combattre, Félix retourne un petit peu la discussion avec Magdalena. Il lui dit, bon, bah écoute, je pense que ce sorcier va pas tarder de me tuer, parce qu'il a eu un regard un peu dégueulasse, il a l'air de vouloir faire des expériences avec moi, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, si ça te dérange pas, jeune fille, je vais tenter de me libérer, voilà. Donc, il réussira avec un effort surhumain, je vous rappelle qu'il est complètement crevé, bon il est un peu moins frigorifié, mais quand même il est tout humide, tu sens qu'il va être malade quelques jours après, hein, Félix. Il réussira à passer ses mains attachées dans le dos, sous ses jambes, et à les mettre au moins devant lui. Il arrivera comme ça à être un petit peu plus mobile, avec au moins les mains en avant et pas en arrière. Il va errer dans la cave en attendant plein d'affrontements entre des hommes et des loups, et il va réussir à ouvrir en fait la porte qui n'est même pas verrouillée, hein, de la cave, et à prendre la lanterne qui est en extérieur, et se rapprochera de Magdalena avec de la lumière, en lui disant bah écoute, viens avec moi, on va tenter de s'en sortir, viens avec moi, à 2 on aura plus de chance que tout seul, ne reste pas à attendre ton destin dans les mains de ces cultistes. En gros il lui dit accompagne-moi, et très rapidement elle le double, parce qu'elle entend, je vous rappelle, elle aussi les cris des loups en extérieur, et il se dit c'est peut-être mieux si je l'ai devant moi. Alors, ce n'est pas la raison que vous pensez. Ce n'est pas parce que Félix veut être derrière une jeune femme à peu près roulée comme ça, dans des escaliers qui montent. C'est pas pour ça. Bordel de merde. Il ne le fait pas pour ça, il le fait parce qu'il veut la garder en surveillance. En surveillance, ok? Veille sur moi et moi je vais sur ton boule. Attention malveillante du compteur. Non, j'aime mieux la deuxième version. Bien sûr. C'est cela, Breton, c'est exactement ça. Ils disent tous ça, c'est ça. Surveillance à mi-hauteur. Bien sûr, Darklan, évidemment. C'est n'importe quoi. Félix qui a été corrompu par Slaanesh. Ah, tu peux regarder sans être un cultiste de Slaanesh. Voilà. Quelle galanterie. Hein. Voilà. On peut lier l'utile à l'agréable. Exactement. Tac. Et en fait, il va très vite se rendre compte que la jeune fille, passant à travers les couloirs très rapidement et se dirigeant surtout vers la sortie, parce qu'ils sont passés, ils ne leur ont pas bandé les yeux, donc ils savent un petit peu se repérer pour au moins retourner dans la grande salle et vers l'extérieur. Ils vont réussir à remonter. Pardon. Parce que la fille, en fait, se dirige vraiment vers les combats. Elle fonce vers les combats, vers les loups. Mais Félix va tenter de la retenir. Il va dire, mais attends, retiens-toi, sors pas comme une conne devant alors qu'ils doivent être tous en train de se battre. Il va tenter de la retenir et va se faire embarquer pendant un petit mètre. Il s'est embarqué un petit mètre du genre, en fait elle est petite, elle est pas très costaude, mais en fait, si, elle m'a emmené en 2 secondes. La fille va s'arrêter, va se retourner vers lui, mais quoi? Et il va lui dire, non, il faut qu'on enlève nos chaînes d'abord. Il faut d'abord qu'on se décroche avant qu'on aille participer au combat.
Et tout d'un coup, avant qu'elle ne prenne sa décision, elle reste un peu bloquée comme ça, et ils vont entendre que les bruits de combat en extérieur se sont arrêtés. Pendant 2 secondes, Félix dit « Attends, ils sont déjà tous morts », et on entend les hommes hurler « Ouais, victoire !» en extérieur. Bon, Félix comprend que les loups qui ont tenté ou ont réussi à passer apparemment les fortifications viennent d'être repoussés. On entend même une voix au-dessus qui hurle avec une voix un peu autoritaire et hautaine. « Mais comment ils ont pu rentrer ?» Et tu comprends que c'est Rodgar qui est lui aussi en extérieur. Félix se demandera pareil, parce que comment tu peux, dans une fortification aussi grande, rentrer des loups? Et en essayant de se rapprocher un peu pour voir l'intérieur de la cour depuis l'endroit où ils sont, à travers une fenêtre, Félix va voir qu'il y a une bonne vingtaine d'hommes avec 1 ou 2 hommes qui ont été tués par les loups, mais une bonne dizaine de loups tués. Il va voir le comte Rodgar, il va voir ces hommes. Il va se dire, ouais, non, on peut pas sortir, ils sont trop nombreux. Il va voir d'ailleurs la porte qui a été ouverte, la grande porte d'entrée fortifiée qui était ouverte, et que les hommes sont en train de refermer. Il va se dire, bon, ben c'est mort, ils vont revenir, ils vont nous retrouver, c'est foutu. Et il va lever la tête, et là, il va être stupéfait. Félix va être freeze, l'hiver freeze, parce qu'il va voir, sur le toit du manoir, un énorme loup-garou. Il va voir un énorme fils d'Ulric posé sur le toit qui regarde la cour. Ça va un petit peu prendre à rebrousse-poil Félix, mais ça ne le terrorise pas. Il fait juste « Waouh ! Ah, bah j'ai compris comment ils sont rentrés. » Et là, au lieu d'aller vers le loup-garou, de ressortir ou de retourner à l'endroit où ils étaient prisonniers, eh bien, le duo décide de se trimballer dans le manoir, parce que Félix se disant « Le loup-garou a réussi à rentrer lui aussi », il n'a pas l'air d'avoir été repéré, il va peut-être affronter les gars dans les couloirs et foutre du box. Donc, Félix et Magdalena filent dans les couloirs en espérant ne croiser personne parce qu'ils entendent qu'il y a quand même beaucoup de monde dehors. En furetant un peu dans les couloirs, assez rapidement, ils vont tomber sur une bibliothèque. Où est-ce que j'ai mis mon icono de bibliothèque? Elle est là. Ils vont tomber sur une énorme bibliothèque dans le manoir. On reconnaît que cette famille a du chien. Bien joué, Néric. Champion des transitions, bien sûr. Lorsqu'ils tombent dans la bibliothèque, une bibliothèque qui est plutôt privative, il n'y a pas tout le monde qui y va, de toute façon tout le monde sait lire dans l'Empire, pas vraiment, mais quand même, ça a l'air d'être le milieu en tout cas du mage, ou peut-être du noble. Il a un peu de mal à désigner ça, Félix. Et surtout, il va voir que sur le bureau principal, il y a un livre ouvert et énorme. Bon, chose qui n'est pas vraiment louche dans une bibliothèque, vous allez me dire. Sauf que ce livre a l'air d'émaner d'une légère lumière. C'est louche. Félix et Magdalena vont donc s'en approcher. Et Félix va commencer à lire le livre. Le livre de Règne de Old World. Bien joué. C'est des LED, Guilou, c'est des LED. Et c'est là que tu te dis que Félix, il a assez de connaissances d'université pour arriver à lire ce grimoire. Parce que le grimoire est écrit dans une langue un petit peu étrange, la jeune fille n'arrivera pas à le lire, mais Félix, lui, arrive à le lire. Et ce qu'il en déchiffre est une horreur. C'est des explications de transmutation de l'âme pour voler à quelqu'un son enveloppe charnelle en entrant son âme propre dedans. Et Félix, en lisant ça, il comprend tout le plan de Rodgar et de Vorman. Ces deux-là sont des cultistes ayant eu connaissance, ou en tout cas l'un des deux, pour l'instant, ils ne savent pas encore vraiment si c'est les deux ou l'un des deux. L'un des deux a la volonté de piquer le corps d'un loup-garou et de rentrer dedans et de l'utiliser comme une arme, en ayant en plus ses propres connaissances. Donc là, cultiste confirmé, alerte hérésie, let's go, ça va fumer, voilà.
Bon, ils sont toujours attachés et ils sont toujours, ils sont toujours un peu soumis, quoi. Donc, ils vont commencer à quitter cet endroit. Ils ne prennent pas le livre, ils le laissent où il est et ils vont de couloir en couloir. Bien sûr, dès qu'ils entendent des bruits, ils changent de couloir. C'est un énorme manoir, hein. Vraiment, le manoir est assez gros. Et c'est surtout qu'en continuant à errer dans les couloirs, au fur et à mesure, eh bien, Félix et Magdalena vont à un moment tomber sur un cadavre. Des traces de lutte, enfin, même pas de lutte, mais des traces d'assassinat. L'homme, qui est au sol, est éviscéré et égorgé par des crocs. Ça se voit, ça a été arraché. Il y a une très forte odeur dans le couloir de chien mouillé. Et l'homme a été tué sur le coup et même pas désarmé. Il y a encore au sol son épée et sa dague. Félix, voyant ça, se dit c'est bon, le loup-garou est entré, il commence à faire du ménage. Il va prendre bien sûr par contre les armes parce que c'est bien beau, mais merci mais non. Hein, voilà. Merci mais non merci, ça ne lui donne pas envie. Ça c'est sûr et certain. Tac. Voilà, c'est ça. Voilà. Et, excusez-moi, je relisais mes notes. Et justement, en prenant les armes, Félix se sent un peu plus pousser les couilles, tu vois. Parce qu'il se dit, bon, je suis seul, dans un endroit que je ne connais pas, entouré de cultistes complètement tarés, enfin en tout cas, entouré de un cultiste, je ne sais pas encore qui c'est, ou plusieurs cultistes, avec, aux ordres de un ou de plusieurs cultistes, des gardes, qui sont eux-mêmes menacés par des loups fous, un loup-garou et une sorcière complètement tarée. Sorcière qui a l'air d'avoir des liens de parenté avec le fameux loup-garou. Donc Félix, pendant 2 secondes, il se dit... Oui, car la violence n'est pas une solution, c'est la solution. Il se dit qu'il a peut-être une chance en prenant en otage la fille. Oui, il a perdu son nain en plus, oui. Il se dit qu'il a peut-être une chance en prenant en otage Magdalena. Il est armé, pas elle. Il se dit que s'il la prend en otage et qu'il tombe sur le loup-garou, il lui donne la fille en échange de sa vie. Peut-être que ça passe, tu vois. Mais rapidement, il se dit, parce que Félix, quand même, Félix est un tchad, et très rapidement, il va se dire, non, ce n'est pas honorable. Et là, il va prendre la dague qu'il a récupérée, et Félix... en 2-3 coups de targette de dague, va réussir à crocheter une serrure en métal. Avec une dague. La magie. Il se prend lui-même en otage, c'est ça. Et après, il s'entoure de feu, il se suicide. Donc voilà. Félix, quand même... n'est pas un moins que rien, il se refuse à faire ça. Il a appris ça à l'université aussi, tu vas dire. Oui, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'auteur. Donc, Félix, ayant libéré ses mains avec la dague, même si la main gauche lui met plus de temps que la main droite, donc on comprend qu'il est droitier, il se retourne vers la fille en disant, bon, tu veux que je te libère? Et de tout le temps qu'il a pensé à ça, la prendre en otage, se libérer, etc., quand il se retourne, Magdalena est plus là. Elle l'a laissé sur place. C'est pas une dague, mais un couteau suisse, c'est ça. Donc, Félix se retrouve tout seul. Donc tout son plan tombe à l'eau. Littéralement, tout son plan est tombé à l'eau. C'est parfait pour lui, bien sûr. Donc il va continuer d'errer dans les couloirs du... Bac plus 5 en prestidigitation d'Aldorf. Bon plan B, hein, voilà. On tue tout le monde, comme dirait Bob Lennon. Non, pardon, c'était pas celle-là, c'était celle-là. Donc, bien sûr, il va errer dans ces couloirs et va tomber de plus en plus sur des cadavres. Il va tomber sur plein d'autres cadavres. D'abord un homme, puis d'abord 2 autres hommes, tous pris par surprise, égorgés, la gorge arrachée, la tête décapitée aussi parfois, enfin la tête arrachée du corps, en une espèce de coup de patoune énorme. Il se demande s'il va s'en sortir, et il se dit, peut-être que là, il va falloir que j'attende qu'un des 2 camps gagne. Voilà, tu vois, je me cache à un endroit, et puis j'attends que l'un des camps gagne toute la bataille. J'aurai peut-être plus de chances de pouvoir m'enfuir après. Dans un couloir plutôt joliment ornementé, Félix va entendre du bruit arriver face à lui.
Il se retourne, derrière lui, le couloir s'étend trop, il y a trop de place. Il va donc devoir... Il regarde à gauche, il regarde à droite, et là, à sa droite, il y a une belle porte, une grande porte ouverte, à moitié entrouverte, et il se dit « Vite, c'est ma chance !» Et il passe dans une chambre. Il passe dans une chambre, voit qu'il est dans un bureau magnifiquement ornementé, très certainement la chambre du comte lui-même, et il entend des pas approcher vers lui. Il est armé, il sait pas combien de personnes arrivent, et c'est là que Félix aura le meilleur move. Il se cache derrière un rideau. Ah, je vous laisse apprécier ce moment de pur JDR. Voilà. Nadvin Fufu. C'est la chambre de la fille du comte. Il y avait sous le lit en idée de merde aussi. C'est vrai. Donc, Félix, un mec qui doit faire 1m87 avec une grande cape rouge, une épée et une dague, se cache derrière le rideau. Super efficace contre les gamins de 5 ans et moins. Il a des dépipés aussi. C'est le Scary Movie, quoi, littéralement. Et donc, en étant caché derrière le rideau, des hommes entrent dans la pièce. Ils entrent dans la pièce et, au son de leur voix, Félix comprend que c'est Hrothgar le comte et Vourman le mage qui viennent de rentrer à l'intérieur. Il ne se fait pas repérer, pour l'instant. Le comte explique, à ce moment-là, en discutant avec Vourman, qu'il a perdu la moitié de ses hommes et que le loup-garou en tout cas, semble être lui-même dans le manoir. Mais que ce n'était pas important, qu'importe le fait qu'il massacre ses hommes, qu'il soit en danger. Le sortilège, comme lui dit le sorcier, le sortilège est prêt. Et que tous deux, Vourman et Hrothgar, tous deux vont œuvrer pour le changement de Tzeentch. Vourman a l'air convaincu, Hrothgar un peu moins, et Hrothgar va lui dire « Méfiez-vous, sorcier, parce que vous dites que vous allez y arriver, mais pour l'instant, je n'ai fait que perdre des hommes et être dans le froid. Je vous menace, vous, sorcier, je vous menace, et n'oubliez pas que l'ordre et le magistère, saison 2, saison 3, saison 4, ah là là, l'ordre et le magistère m'ont donné de quoi pouvoir mater le sorcier s'il se rebelle. » Le sorcier, en entendant ça, a l'air un peu plus nerveux dans sa voix, comme l'entend Félix derrière son rideau impassable et naturel 20. Et le sorcier, écoutant cette menace, avec une espèce de gros bruit métallique qui est posé sur un bureau, un peu comme quelqu'un qui pose son colt pour menacer quelqu'un qui lui parle, le sorcier va partir. Un petit peu vexé, en disant « Alors je fais tout pour lui, et pourtant il me menace et tout. » Il va partir, et le comte, lui, va s'affaler dans son gros fauteuil, comme l'entend Félix, un peu plus loin. Et Félix est toujours caché derrière son rideau. Et là, Félix se dit « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me jette sur lui? Est-ce que j'attends qu'il parte? Est-ce que je me laisse découvrir ?» Et Félix va avoir appris de Gotrek et va rusher en direction du comte. Il va ouvrir le dos. Ah, il ne crie pas, mais il lui fonce dessus pour tenter de le mettre hors d'état de nuire. Au moment où il bouge le rideau, le comte va sentir un courant d'air, parce que le courant d'air du scénarium, bien sûr, derrière sa nuque, mais Félix va lui faire... Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise et... Chargez! Il va lui faire la technique littéralement à Gotrek et va le foutre au sol en un coup énorme derrière la tête, le faisant tomber dans les pommes et à ses pieds, soumis à la puissance de la tchalitude. Voyant que le comte est hors de combat au sol avec du sang qui lui coule un petit peu derrière la tête, Félix va observer, parce qu'il a entendu la discussion,
Un coup de boule atomique, ouais, on pourrait presque dire ça. Et il va observer justement la fameuse dague qui doit être posée sur le bureau. La dague est dans un espèce de fourreau très lourd. Dès que Félix le prend dans les mains, il sent que c'est lourd, il se dit, tiens, c'est bizarre, ça a l'air d'être du plomb. Et il va dégainer la dague. C'est louche. Et lorsqu'il la dégaine, Félix va comprendre qu'est-ce que c'est que cette dague. La garde et le fourreau, ainsi que la poignée de la dague, sont en plomb. Métal qui est pas génial hein, pour une épée ou un truc qui doit prendre des coups. Mais la lame, en elle-même, la lame émane d'une lumière verdâtre caractéristique de la Malpierre. Félix tient dans ses mains une dague forgée en acier et en Malpierre. Directement, ça lui pique les yeux. Il va tout de suite rengainer la lame. Mais, Cependant, alors qu'il sait ce que c'est, une dague de Malpierre, Félix la prend avec lui. Félix la prend avec lui. Attention, il la remet bien dans son fourreau de plomb. Et là, bizarrement, ça ne lui pique plus les yeux, ça ne lui pique plus les mains ou quoi que ce soit. Il ne ressent pas d'énergie néfaste, en tout cas. Donc, littéralement, la Malpierre, c'est de la kryptonite, hein, on est bien d'accord. On aura un set complet en Malpierre à ce rythme. C'est ça. Ça marche comme la kryptonite. Exactement, Patient, merci pour la référence. C'est vraiment une dague pourrie, tu la casses en 2-2. Ah bah oui, hein, avec du truc en plomb, c'est vraiment pas génial. Et Félix, en ayant pris la dague, alors je sais pas si j'ai vraiment bien lu ou si j'ai, dans mon résumé, enfin dans ma lecture, j'ai loupé un morceau, mais Félix s'en va et il laisse le comte derrière. Et j'ai pas souvenir qu'il le tue. Mais, Félix, mais, c'est un cultiste. C'est un cultiste. Qu'est-ce que... Mais Félix, mais t'as oublié de le tuer. Mais tue-le. C'est exactement ça. C'est vraiment la réaction que j'ai. Et je me souviens pas s'il le tue ou pas. Là vraiment parce que j'ai tapé le résumé il y a 2 semaines et je crois bien qu'il le tue pas. Hein. Je crois bien qu'il le laisse. Il le laisse HS en fait derrière. Mais qu'il est con. Naturel 20 en fufu mais pas en intelligence, c'est ça. Il était pas mort sur le coup? Bah je sais plus. Je sais plus s'il le tue sur le coup ou s'il le laisse inconscient, trempé dans son sang. Il tue pas les gens sans défense. Ouais, super. Mais bref, voilà. Bon bref, il va quitter la chambre du comte Rodgar. Il va continuer encore une fois en mode fufu discrétion avec une dague de Malpierre dans son fourreau de plomb à sa ceinture. Et il va tomber un peu plus bas, dans les derniers étages du rez-de-chaussée du manoir. Il va tomber sur une cuisine. Il va tomber sur une cuisine aménagée, qui était en train d'ailleurs d'être travaillée. Hein. Il y a de la bouffe qui est en train d'être cuisinée dedans. Et lorsqu'il arrive dans la cuisine, il y a 3 serviteurs égorgés dedans. Il y a 3 serviteurs qui ont été égorgés dedans. Je tiens à préciser que l'IA, bien entendu, n'a pas voulu les représenter. Et Félix, voyant ça, va s'asseoir et il va manger. Bah en même temps, voilà. Mais voilà, c'est... Écoutez, qui a laissé 3 jambons? Si ça m'arrive, rien à foutre, je mange. Quand t'as faim, hein, écoute. Il en a vu d'autres. Et en fait, voilà, c'est là qu'on voit justement un peu le personnage de Félix, comment il a évolué depuis le début du roman. C'est que là, on est à la fin du premier roman, Félix, il est entouré de cadavres, mais il a faim, il a froid, ben, il va se mettre à côté de la cheminée et manger. Il l'a bien dit, il se dit, s'il y a 3 cadavres ici, le loup-garou est déjà passé par là, donc un des 2 camps est très fortement possible de ne pas revenir ici, vu que le loup a déjà tué les gens là. Donc, bah, écoute, moi mon plan c'est de rester ici caché jusqu'à ce qu'un des 2 camps gagne. Donc techniquement, en termes de pragmatisme, en effet, son plan est plutôt pas mal. Et surtout, il va reprendre des forces. Littéralement, il mange tous les choux qu'il a dans son inventaire pour gagner des PV. Là, Félix va prendre pas mal de temps pour manger en continuant d'entendre des bruits de combat, des bruits
des bruits de loups errants, des hurlements étouffés à travers le bois, etc. Preuve que ça continue de se battre un petit peu, mais en mode caché, dans le manoir. Puis tout d'un coup, la porte de la cuisine va s'ouvrir. Félix, toujours en train de manger. Il est toujours en train de manger, et face à lui, il va avoir deux gardes. Deux gardes qui vont le regarder, en train de manger, et puis regarder au sol avec les 3 gens égorgés, puis le re-regarder à nouveau. Et Félix, qui bouge pas, et qui continue un peu de manger. Et il voit en fait que les hommes sont en pleine panique. L'un d'entre eux d'ailleurs n'a même plus d'armes. Et il leur dit tout simplement, non mais franchement, regardez-moi, regardez-les. Vous voyez bien que c'est pas moi qui les ai tués. C'est pas moi, c'est le monstre. Et là, tout d'un coup, Félix, il va faire ce qu'il sait faire le mieux. Il va baratiner en disant « Ouais, je l'ai vu, c'est un loup énorme. Il est gigantesque, il est surpuissant. Moi, je me suis caché parce que j'ai pas voulu le combattre. Mais je sais qu'il cherche les gardes du comte, etc. » Et les hommes, bien sûr, en pleine panique, les hommes vont ouvrir la porte de la cuisine qui mène sur l'extérieur, avec un Félix qui lève légèrement le doigt du genre vous êtes sûr ? Avec les 2 gars qui vont sortir en courant dans la cour, et ces 2 gars, ils vont tomber au milieu d'une énorme meute de loups qui est en extérieur. Attendez, je referme un peu, voilà. Qui est en extérieur du manoir, qui a investi à nouveau la cour intérieure du manoir. Et Félix, voyant les 2 gars entourés de plein de loups, va fermer la porte et laisser les 2 gardes se faire dévorer par les loups en extérieur. Vraiment, je trouve que dans ce chapitre, Félix, c'est un jasquier parfait, je trouve. Vraiment, je trouve qu'il est excellent. Lorsqu'il va jeter un petit coup d'œil dehors avant de fermer la porte, Félix, par contre, va voir et apercevoir Magdalena, qui est en extérieur, entourée de tous les loups, en train de chercher quelque chose à gauche, à droite, etc. Il ne va pas l'appeler et fermer la porte. Oh ouais, le froid, je suis d'accord, quand c'est chiant le froid. En Cavill pour jouer Félix. Mais j'avoue. Donc, bien au chaud dans sa cuisine, Félix va laisser passer un peu de temps, en entendant de moins en moins de bruit derrière, mais il va se dire à un moment, non, il faut que je bouge. Si jamais quelqu'un rentre avec des loups, je suis foutu, j'ai pas de point d'échappatoire. Il faut au moins que je retrouve une pièce grande pour pouvoir me battre ou m'enfuir. Et il va décider de retourner vers la grande salle, la première salle, où il devait, où il a été emmené et tabassé au sol. En vrai, 2 hommes en armure, t'es pas serein, mais t'es pas mort non plus. Oui, non, mais c'est ça. Et donc, Félix va revenir à la grande salle que je vous avais parlé tout à l'heure, avec cette cheminée, là où il s'est fait tabasser au sol, là où il était amené pour la première fois. Et il va arriver en entendant 2 voix assez fortes qui échangent l'une l'autre avec des bruits rauques, etc., des sons assez caractéristiques. Et lorsqu'il va rentrer dans cette grande salle, Félix va tomber sur un Makora incroyable, un défi incroyable. Face à lui se trouve le loup-garou, puissant, musclé, inarrêtable, recouvert de sang, et Vorman, le mage, avec son bâton. Ils sont tous les deux face à face. Le mage est prêt, il est campé sur ses positions. Il explique que le loup sera bientôt un sujet de Tzeentch. Et le loup, qui parle dans une voix humaine rauque et très très lourde, lui explique des mots presque incompréhensibles pour Félix. Félix se dit qu'il va assister à un combat mémorable. Et le loup va charger Vorman et en une seule coup de patte le décapiter. Tu veux le bâton? On va chercher le bâton. Vorman se fait décapiter OS one shot. Ponk. C'est décevant. Coup fatal, succès critique, exactement. Cependant, au moment où le corps de Vorman touche le sol, une forme
ectoplasmique de Vorman se forme au-dessus de son cadavre La magie. et sa forme emmène son sang avec lui. Et tout d'un coup, ce sang et cette forme filent en direction du loup-garou, entrent par ses yeux et sa bouche et prennent possession du corps du loup-garou. Comme il l'a dit dans le bureau, le sort était déjà accompli. Vorman, sa forme physique était inutile, il l'a laissé mourir, et tout d'un coup, le loup, après s'être roulé un peu par terre, eh bien le loup se redresse et hurle avec la voix de Vorman, enfin, tout peut muter, vive Tzeentch. Et face à lui, Félix est là. Félix le Tchad. Félix, l'homme qui en a pris plein la tronche durant tout ce chapitre. Et franchement, on va pas se mentir, durant tout le premier livre. Félix voit face à lui ce monstre de Vorman qui possède ce loup. Et le loup va tendre la patte, serrer la patte, et Félix va perdre le contrôle de son corps. La magie. Il va se faire attirer vers le loup avec Vorman qui fait « Tout peut muter, j'ai gardé mes pouvoirs et en plus je suis fort !» Et en quelques secondes, Félix va faire « Non, j'ai pas envie !» Il va faire un espèce de succès critique dans sa résistance mentale. Il va prendre l'épée qu'il a récupérée sur le cadavre et va frapper le loup. Et c'est littéralement comme s'il frappait avec un manche à balai sur un mur de béton. Bam, ça frappe, ça va jusque dans son poignet, son bras, ça lui fait mal. Le loup a l'air ultra coriace. Le loup va frapper et va arracher des morceaux de peau et de chair de la hanche de Félix en un seul coup. Félix va tenter de se libérer, il va s'écarter, il va essayer de faire des esquives, etc. Et c'est au moment où le loup va réussir à le saisir de ses deux pattes, lui bloquant toute manière de pouvoir s'enfuir, que Félix ne subit que la pression inhumaine de cette créature qui le regarde dans les yeux en disant « Tout peut muter, tu es à moi ». Bien évidemment, il ne faut pas oublier que Félix a récupéré la dague. Il ne pense à un moment qu'à ça, il se dit « J'ai pas le choix, je dois utiliser cette arme ». Il dégaine, parce qu'il est saisi aux épaules, il se fait écraser un peu par le haut. Il saisit à sa ceinture la dague de Malpierre et va la planter dans Vorman. Il va le stab un coup, ça va faire directement lâcher prise au loup-garou. Il va réarmer son arme et va le suriner d'une bonne dizaine de fois en voyant que la lame s'enfonce dans le loup-garou comme si c'était la lame d'acier la plus résistante dans un beurre bien mou. Il frappe et frappe et frappe et il voit qu'à chaque fois qu'il tape avec cette lame, la chair du loup-garou se nécrose et se met à fondre directement, comme si son corps était pris d'une gangrène, flash, quoi. Et il va le stab jusqu'à ce que Vorman, le loup-garou transformé, enfin loup-garou possédé par Vorman, que les deux ne soient réduits qu'à une espèce d'amas de chair bulleux qui font comme de l'acide dans Alien. Félix, fou de rage et un peu pris dans l'énergie du moment, va voir ce qu'il a fait, va regarder sa dague et il va voir que la lame n'émet plus des lumières vertes. Elle n'émet plus d'énergie. Elle sent même en train elle-même de fondre. Et bien sûr, Félix va directement lâcher la lame, comprenant qu'il vient d'utiliser quelque chose d'extrêmement dangereux. Il regarde, il voit le loup-garou, il n'a plus rien, il voit un tas de chair, il regarde autour de lui, il n'entend plus de bruit de combat, il se retourne, et face à lui, vers la porte d'entrée, de sortie, se tient Magdalena. Magdalena qui regarde Félix, les yeux dans les yeux. Félix a un moment de pause. Il se dit « Oh merde !» Et là, tout d'un coup, cependant, il voit derrière Magdalena
apparaître en une seule seconde et venir se caler sous sa gorge en mettant Magdalena à genoux. La hache de Gotrek. Et Gotrek explique en une phrase: ah, il a fallu que je tue 50 loups et suivre ces foutues traces pendant des heures pour te retrouver. On dirait que tu t'es pas ennuyé, j'espère que tu m'en as laissé. Et le chapitre et le premier livre s'arrêtent comme ça. Voilà la fin donc du premier livre. Non. Voilà ce qui se passe dans tout ce premier bouquin. Vraiment, il se finit comme ça, hein, le bouquin. Gotrek qui apex et à la quête des loups, c'est ça. Donc le gros loup, c'était le papa de la fille. Oui, tout à fait, c'était son père. Pour ça que la scène est un peu déchirante. Moi, j'ai bien aimé Bandra. Ah, moi, je l'adore ce chapitre, il est trop bien. Je l'apprécie pas autant que mes préférés du roman, mais il est quand même cool. Je suis retenu de couper ton effet avec un Gotrek qui arrive. Ah bah oui, bah si vous faites ça, n'oubliez pas que c'est le ban, hein, si vous spoilez, bien sûr, bien sûr. All for nothing, exactement. C'est interdit comme fin, on en veut encore. Eh bien non. To be continued. C'est la fin du premier livre, et seulement du premier livre. Super, il nous en reste 11. Mais voilà. Et donc la fille, voilà. Vous aurez la réponse de qu'est-ce qui est arrivé à Magdalena, qu'est-ce qui se passe pour ce duo et la suite de leur aventure, eh bien, dans le deuxième livre. Deuxième livre qui s'appelle Tueur de Skaven. La collection entière Gotrek et Félix sous les omnibus. J'ai la collection intégrale et les omnibus. On m'a même filé les deux derniers livres de Gotrek et Félix, pas ceux d'AOS, les deux derniers livres de Gotrek et Félix qui nous expliquent qui est vraiment Gotrek. Pas touche au Skaven. On y va quand, Sylvanie? Oula, pas tout de suite, hein, c'est dans longtemps. Hein. Mon chapitre préféré fut les lamelles avec Gotrek et qui bouffent des fleurs et les mutants qui fuient parce qu'ils ont peur de Gotrek et Félix. J'avoue. Tueur de Skaven, c'est bien Gotrek et Félix, trappeur de l'Empire. C'est ça. What? C'est quoi ces deux livres? Ah bah alors là, Dodo, tu vas... Si on arrive à avoir 130 personnes pendant les 12 livres, je vous jure de vous faire les deux derniers qui n'ont même pas été parus en livre, qui sont que des échanges avec les auteurs qui sont trouvables pour savoir comment se terminent les Gotrek et Félix. La troisième introuvable. Elle est dure, la troisième. Ouais. Révélation, Gotrek est un nain plutôt grand. En fait, on sait pourquoi Gotrek est tueur. Dans ces livres, par exemple. Voilà. On a la backstory. Quels sont les grands moments de ce premier livre? Alors ouais, on va terminer parce qu'on est déjà à 2 heures quand même pour un vendredi soir, c'est bien. J'espère que vous avez suivi tous les streams de Gotrek et Félix pour l'instant. J'espère que ça vous plaît, ce contenu. Je sais pas trop si... je sais pas si c'est quelque chose qui marche. Je suis pas un gars qui regarde vraiment tous les stats ou quoi que ce soit parce que ça me saoule plus qu'autre chose, parce que finalement ça me démoralise quand je regarde les stats. Donc on va éviter de faire ça. Je ne sais pas si je dois continuer de vous le faire ou pas. Voilà, je ne sais pas si je dois continuer de vous le faire ou pas. Mais voilà, tant que vous serez heureux, moi ça me va. Ça me fait un contenu qui n'est pas trop compliqué à gérer, donc ça me va très bien. Quel a été votre moment préféré? Quel a été votre chapitre préféré? Pour ceux qui ont suivi les streams depuis le début pour l'instant. Mais on veut trop savoir où on sait et on sera dans 6 mois, j'espère bien. Ça m'évite de les lire, tu les racontes mieux. Je suis entré dans le livre il y a une semaine, ça serait bête que ça s'arrête. Je comprends. Bravo pour la vidéo narrative de cet après. Merci beaucoup Forminus, merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. N'hésite pas à la liker, la commenter et la partager.
J'ai trouvé le chapitre de Justine classe en vrai. Moi aussi. C'est vraiment mon préféré. L'épisode de Justine est vraiment mon préféré. Le premier, car c'est le début de l'aventure. Le premier est sympa aussi, ouais. Karakawi Peak, le 3e chapitre. Perso Gotrek qui bouffe des pâquerettes et le chapitre de Justine. Ils sont tous très touffus, beaucoup d'action. Oui, 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 parce que là, on est au premier livre. Hein. Oubliez pas que c'est que le premier livre. C'est plutôt vraiment comme les Witcher. Hein. Ça commence d'abord par des petites aventures comme ça. Et Dame Magda, ça vient de Magdalena? Non, 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 c'est un perso pur et dur à moi, Magda. Je me rappelais même plus, tu vois, que la fille s'appelait Magdalena. C'est quand j'ai relu le chapitre, j'ai dit, ah oui, c'est vrai qu'elle s'appelait Magdalena, celle-là. Félix a perdu l'épée magique? Bah non, elle est dans le manoir. Il va la retrouver vu que là, ils sont quasiment tous morts et que Gotrek est arrivé. Sa copine meurt, déchirant. Celui de Justine perturbant. Celui du troll super en action. Difficile de dire en vrai. Franchement, j'aime beaucoup ce premier roman. Je l'aime bien. C'est un bon premier pas, je trouve, dans le monde de Warhammer. Encore, il a quel lien avec eux? Bah, Sab et Flex, viens au stream, tu comprendras. J'ai pas l'original, mais Justine est le meilleur dans le premier. Moi, j'adore Justine. Merci Daximus, merci beaucoup pour l'abonnement. Merci beaucoup à toi. Il y a des références lore au loup-garou. Des références au loup-garou dans le lore. Tu en as, je crois. Alors, c'est sûr et certain que tu en as dans les JDR. Ça, c'est sûr et certain dans les JDR, tu en as. Surtout dans les JDR de Middenheim. Dans le Auckland aussi, t'en as pas mal. Mais dans le jeu de plateau, je sais pas si on en parle dans un livre d'armée. Je suis même pas sûr qu'on en parle de loup-garou dans n'importe quel livre d'armée. Je viens tous les vendredis, j'attends ça religieusement. C'est très gentil. Le 2e chapitre, Golden. Franchement, le 2e chapitre est le plus mémorable. Parce que bah, c'est l'horreur de Warhammer, le 2e chapitre. Avec la mort de sa copine, etc. Mais j'aime beaucoup l'épisode de Justine. Vraiment, pour moi, le chapitre de Justine, c'est le meilleur du premier livre. Parce que t'as vraiment le point de vue d'un guerrier du chaos, d'une guerrière du chaos. Et d'une guerrière du chaos. Mordheim, il y a des loups-garous. Oui, Mordheim, c'est vrai. Mordheim, il y a des loups-garous, en effet. Et puis Blood Bowl aussi, bien sûr. Mais Blood Bowl, n'oubliez pas, n'est pas canon. Donc voilà, chers amis. C'était votre dernier vendredi sur le premier livre. Hein, calmez-vous. On continuera si vous êtes chaud là-dessus à faire ces Gotrek et Félix. Moi, franchement, c'est le kiff de vous faire des Gotrek et Félix complètement. Et je pensais pas qu'on allait, mais je pense que c'est bien. Vous voyez, finalement, un chapitre par soir pour éviter que ça dure trop longtemps. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien.